lu et signé. Lu et signé. Lu Et signé. Lu, lu lu et signé. lu Lu et signé. Lu et signé. C'était dans ce parti que la Révolution s'était incarnée. Il la voulait avec toutes ses conséquences, pour que le peuple pût un jour jouir de tous ses résultats. Ce parti avait à lutter contre deux autres. L'un voulait le dépasser, l'autre le retenir. Ces deux partis étaient celui de la commune, représenté par Ibert, celui de la montagne, représenté par Danton. Hébert popularisait, dans Le Père Duchêne, l'obscénité du langage. L'insulte y suivait les victimes, le rire, les exécutions. En peu de temps, ces progrès furent redoutables. L'évêque de Paris et ses vicaires abjurèrent le christianisme, le culte catholique fut remplacé par celui de la raison, les églises furent fermées. Anacarsis Clootz devint l'apôtre de la nouvelle déesse. Le comité de salut public s'effraya de la puissance de cette faction ultra-révolutionnaire qu'on avait cru tomber avec Marat et qui s'appuyait sur l'immoralité et l'athéisme. Robespierre se chargea seul de l'attaquer. Le 5 décembre 1993, il l'affronta à la tribune et la Convention, qui avait forcément applaudi aux abjurations sur la demande de la Commune, décréta, sur la demande de Robespierre, qui avait aussi sa religion à établir, que toute violence et mesure contraire à la liberté des cultes était défendue. Danton, au nom du parti modéré de la montagne, demandait la cessation du gouvernement révolutionnaire. Le vieux Cordelier, rédigé par Camille Desmoulins, était l'organe du parti. Le comité de salut public, c'est-à-dire la dictature, n'avait été, selon lui, créé que pour comprimer au-dedans et vaincre au-dehors. Et comme il croyait avoir comprimé à l'intérieur et vaincu à la frontière, il demandait qu'on brisât un pouvoir, à son avis devenu inutile, afin que plus tard, il ne devint pas dangereux. La Révolution avait abattu et il voulait rebâtir sur un terrain qui n'était pas encore déblayé. C'étaient ces trois factions qui, au mois de mars 1994, époque à laquelle se passe notre histoire, se partageaient l'intérieur de la Convention. Robespierre accusait Hébert d'athéisme et Danton de vénalité. Puis, à son tour, il était accusé par eux d'ambition et le mot dictateur commençait à circuler. Voilà donc quel était l'état des choses lorsque Marceau, comme nous l'avons dit, vit pour la première fois Danton, se faisant de l'orchestre une tribune et jetant à ceux qui l'entouraient de puissantes paroles. On jouait la mort de César. Une espèce de mot d'ordre avait été donné aux dantonistes. Ils se trouvaient tous à cette représentation et sur un signal donné par leur chef en se levant, ils devaient faire à Robespierre une application des vers suivants. Oui, que César soit grand, mais que Rome soit libre. Dieu, maîtresse de l'Inde, esclave au bord du Tibre, qu'importe que son nom commande à l'univers et qu'on l'appelle reine alors qu'elle est au fer. Qu'importe à ma patrie, aux Romains que tu braves, d'apprendre que César a de nouveaux esclaves. Les Persans ne sont pas nos plus fiers ennemis. Il en est de plus grands. Je n'ai pas d'autre avis. Et voilà pourquoi Robespierre, qui avait été prévenu par Saint-Just, était ce soir au Théâtre de la Nation. Car il comprenait quelle arme serait entre les mains de ses ennemis s'il parvenait à populariser l'accusation qu'il portait contre lui. Cependant, Marceau le cherchait vainement
dans cette salle ardemment éclairée, où la ligne seule des baignoires restait dans une demi-obscurité à cause de la saillie que les galeries faisaient au-dessus d'elle. Et ses yeux, fatigués de cette investigation inutile, retombaient à tout moment sur le groupe de l'orchestre, dont la conversation bruyante attirait l'attention de toute la salle. « J'ai vu notre dictateur aujourd'hui, » disait Danton. « On a voulu nous réconcilier. Où vous êtes-vous rencontrés ? Chez lui. Il m'a fallu monter les 3 étages de l'incorruptible. Et que vous êtes-vous dit ? Que je savais toute la haine que me portait le comité, mais que je ne le redoutais pas. Il me répondit que j'avais tort, qu'il n'y avait pas de mauvaises intentions contre moi, mais qu'il fallait s'expliquer. S'expliquer, c'est bien avec des gens de bonne foi. C'est justement ce que je lui ai répondu. Alors, ses lèvres se sont pincées, son front s'est plissé. J'ai continué. Certes, il faut comprimer les royalistes, mais il faut ne frapper que des coups utiles et ne pas confondre l'innocent avec le coupable. Eh, qui vous a dit, a repris Robespierre avec aigreur, qu'on ait fait périr un innocent ? Qu'en dis-tu ? Pas un innocent n'a péri, me suis-je écrié, en m'adressant à Hérault de Séchelles qui était avec moi. Et je suis sortie. Et Saint-Just était-il là ? Oui. Que disait-il ? Il passait sa main dans ses beaux cheveux noirs et de temps en temps arrangeait le nœud de sa cravate sur celui de Robespierre. Le voisin de Marceau, dont la tête était appuyée sur ses 2 mains, tressaillit et fit entendre cette espèce de sifflement qui passe entre les dents serrées d'un homme qui se contient. Marceau n'y prit pas autrement garde et reporta son attention sur Danton et ses amis. « Le muscadin, disait Camille Desmoulins en parlant de Saint-Just, il s'estime tant qu'il porte sa tête avec respect sur ses épaules, comme un saint sacrement. » Le voisin de Marceau écarta ses mains. Il reconnut la figure douce et belle de Saint-Just, pâle de colère. « Et moi, dit celui-ci en se levant de toute sa hauteur, Desmoulins, je te ferai porter la tienne comme un Saint-Denis. » Il se retourna, on s'écarta pour le laisser passer, et il sortit du balcon. « Eh, qui le savait si près ?» dit Danton en riant. « Ma foi, le paquet est arrivé à son adresse. »« À propos, dit Philippot à Danton, as-tu vu le pamphlet de Laillac entre toi ? » ?»« Comment ? Laillac fait des pamphlets ? Qu'il refasse l'ami des lois. Je serais curieux de le lire. Le pamphlet s'entend. » « Le voici. » Philippot lui présenta une brochure. « Eh, il a signé, par Dieu. Mais il ne sait donc pas que s'il ne se sauve dans ma cave, on lui coupera le cou. Chut, chut. Voilà la toile qui se lève. » Le mot « chut » se prolongea dans toute la salle. Un jeune homme, qui n'était point de la conjuration, continuait cependant une conversation particulière, quoique les acteurs fussent en scène. Danton étendit le bras, lui toucha l'épaule du bout du doigt, et avec une courtoisie où il y avait une légère teinte d'ironie, « Citoyen Arnauld, lui dit-il, laisse-moi écouter comme si on jouait Marius à Minturne. » Le jeune auteur avait trop d'esprit pour ne pas écouter une prière faite en ces termes. Il se tut, et le silence le plus parfait permit d'écouter une des plus mauvaises expositions qu'il y ait au théâtre, celle de la mort de César. Cependant, malgré ce silence, il était évident qu'aucun membre de la petite conjuration que nous avons signalée n'avait oublié le motif pour lequel il était venu. Des coups d'œil s'échangeaient, des signes se croisaient et devenaient plus fréquents au fur et à mesure que l'acteur approchait du passage qui devait provoquer l'explosion. Danton disait tout bas à Camille « C'est à la scène 3 ».
et il répétait les vers en même temps que l'acteur, comme pour hâter son débit, lorsque vinrent ceux-ci, qui les précèdent. « César, nous attendions de ta clémence auguste un don plus précieux, une faveur plus juste, au-dessus des états donnés par ta bonté. César, qu'oses-tu demander, Cimber? Cimber, la liberté. » 3 salves d'applaudissements les accueillirent. « Voilà qui va bien, dit Danton. » Et il se leva à demi. Talma commença. « Oui, que César soit grand, mais que Rome soit libre. » Danton se leva tout à fait, jetant autour de lui un regard de général d'armée, qui veut s'assurer que chacun est à son poste. Quand tout à coup, ses yeux s'arrêtèrent sur un point de la salle. La grille d'une baignoire venait de se soulever. Robespierre y passait dans l'ombre sa tête aiguë et livide. Les yeux des 2 ennemis s'étaient rencontrés et ne pouvaient se détacher les uns des autres. Il y avait dans ceux de Robespierre toute l'ironie du triomphe, toute l'insolence de la sécurité. Pour la première fois, Danton sentit une sueur froide couler par tout son corps. Il oublia le signal qu'il devait donner. Les vers passèrent sans applaudissements ni murmures. Il retomba, vaincu. La grille de la baignoire se releva et tout fut fait. Les guillotineurs l'emportaient sur les septembriseurs. 93 fascinait 92. Marceau, dont l'esprit préoccupé s'occupait de toute autre chose que de la tragédie, fut peut-être le seul qui vit, sans la comprendre, cette scène, qui ne dura que quelques secondes. Cependant, il eut le temps de reconnaître Robespierre. Il se précipita hors du balcon. Il arriva à temps pour le rencontrer dans le corridor. Il était calme et froid, comme si rien ne s'était passé. Marceau se présenta à lui et se nomma. Robespierre lui tendit la main. Marceau, cédant à un premier mouvement, retira la sienne. Un sourire amer passa sur les lèvres de Robespierre. « Que voulez-vous donc de moi ?» lui dit-il. « Une entrevue de quelques minutes. Ici ou chez moi ? Chez toi. Viens alors. » Et ces 2 hommes, agités d'émotions si différentes, marchaient à côté l'un de l'autre. Robespierre, indifférent et calme, Marceau, curieux et agité. C'était donc là l'homme qui tenait entre ses mains le sort de Blanche. L'homme dont il avait tant entendu parler, dont l'incorruptibilité seule était évidente, mais dont la popularité devait paraître un problème. En effet, il n'avait, pour la conquérir, employé aucun des moyens qui avaient été mis en œuvre par ses prédécesseurs. Il n'avait ni l'éloquence entraînante de Mirabeau, ni la fermeté paternelle de Bailly, ni la fougue sublime de Danton, ni l'ordurière faconde d'Hébert. S'il travaillait pour le peuple, c'était sourdement et sans en rendre compte au peuple. Au milieu du nivellement général du langage et du costume, il avait conservé son langage poli et son costume élégant. Enfin, autant les autres prenaient de peine pour se confondre dans la foule, autant lui semblait en prendre pour se maintenir au-dessus d'elle. Et l'on comprenait, à la première vue, que cet homme singulier ne pouvait être pour la multitude qu'une idole ou une victime. Il fut l'une et l'autre. Ils arrivèrent. Un escalier étroit les conduisit à une chambre située au 3e. Robespierre l'ouvrit. Un buste de Rousseau, une table sur laquelle était ouvert le contrat social et l'Émile, une commode et quelques chaises formaient tous les meubles de cet appartement. Seulement, la propreté la plus grande régnait partout. Robespierre vit l'effet que produisit cette vue sur Marceau. « Voici le palais de César », lui dit-il en souriant.
Qu'avez-vous à demander au dictateur? La grâce de ma femme, condamnée par Carrier. Ta femme? Condamnée par Carrier? La femme de Marceau? Le républicain des jours antiques? Le soldat de Sparte? Que fait-il donc à Nantes? Des atrocités. Marceau lui traça alors le tableau que nous avons mis sous les yeux du lecteur. Robespierre, pendant ce récit, se tourmentait sur sa chaise, sans l'interrompre. Cependant, Marceau se tut. « Voilà donc comme je serais toujours compris », dit Robespierre d'une voix enrouée, car l'émotion intérieure qu'il venait d'éprouver avait suffi pour opérer ce changement dans sa voix. Partout où mes yeux ne sont pas pour voir et ma main pour arrêter un carnage inutile, il y a bien cependant assez du sang qu'il est indispensable de répandre, et nous ne sommes pas au bout. Eh bien donc, Robespierre, la grâce de ma femme. Robespierre prit une feuille de papier blanc. Son nom de jeune fille? Pourquoi? Il m'est nécessaire pour constater l'identité. Blanche de Beaulieu. Robespierre laissa tomber la plume qu'il tenait. La fille du marquis de Beaulieu? Le chef des brigands? Blanche de Beaulieu, la fille du marquis de Beaulieu. Et comment se fait-il qu'elle soit ta femme? Marceau lui raconta tout. Jeune fou, jeune insensé, lui dit-il, devais-tu... Marceau l'interrompit. Je ne te demande ni injure ni conseil. Je te demande sa grâce. Veux-tu me la donner? Marceau, les liens de famille, l'influence de l'amour, ne t'entraîneront jamais à trahir la République? Jamais. Si tu te trouvais, les armes à la main, en face du marquis de Beaulieu, je le combattrais, comme je l'ai déjà fait. Et s'il tombait entre tes mains? Marceau réfléchit un instant. Je te l'enverrai, et toi-même serais son juge. Tu me jures cela? Sur l'honneur. Robespierre reprit la plume. Marceau, lui dit-il, tu as eu le bonheur de te conserver pur à tous les yeux. Depuis longtemps, je te connais. Depuis longtemps, je désirais te voir. S'apercevant de l'impatience de Marceau, il écrivit les 3 premières lettres de son nom, puis s'arrêta. « Écoute, à mon tour, dit-il, en le regardant fixement, je te demande 5 minutes. Je te donne une existence tout entière pour ces 5 minutes. C'est bien payé. » Marceau fit signe qu'il écoutait. Robespierre continua. « On m'a calomnié près de toi, Marceau. Et cependant, tu es un de ces hommes rares desquels je désire être connu. Car que m'importe le jugement de ceux que je n'estime pas? Écoute donc. 3 assemblées ont tour à tour agité les destins de la France, se sont résumées dans un homme et ont accompli la mission dont le siècle les avait chargés. La Constituante, représentée par Mirabeau, a ébranlé le trône. La législative, incarnée en Danton, l'a abattue. L'œuvre de la Convention est immense, car il faut qu'elle achève d'abattre et qu'elle commence à rebâtir. J'ai là une haute pensée. C'est de devenir le type de cette époque, comme Mirabeau et Danton ont été les types de la leur. Il y aura dans l'histoire du peuple français 3 hommes représentés par 3 chiffres. 91, 92, 93. Si l'être suprême me donne le temps d'achever mon œuvre, mon nom sera au-dessus de tous les noms. J'aurai fait plus que Lycurgue chez les Grecs, que Numa à Rome, que Washington en Amérique, car chacun d'eux n'avait qu'un peuple naissant à pacifier. Et moi, j'ai une société vieillie qu'il faut que je régénère.
Si je tombe, mon Dieu, épargnez-moi un blasphème contre vous à ma dernière heure. Si je tombe avant le temps voulu, mon nom, qui n'aura accompli que la moitié de ce qu'il avait à faire, conservera la tâche sanglante que l'autre parti eut effacée. La révolution tombera avec lui, et tous deux seront calomniés. Voilà ce que j'avais à te dire, Marceau, car je veux en tout cas qu'il y ait quelques hommes qui gardent vivant et pur mon nom dans leur cœur, comme la flamme de la lampe dans le tabernacle. Et tu es un de ces hommes. Il acheva d'écrire son nom. Maintenant, voici la grâce de ta femme. Tu peux partir sans même me donner la main. Marceau la lui prit et la serra avec force. Il voulut parler, mais il y avait trop de larmes dans sa voix pour qu'il pût articuler une parole. Et ce fut Robespierre qui lui dit le premier « Allons, il faut partir. Il n'y a pas un instant à perdre. Au revoir. » Marceau s'élança sur l'escalier. Le général Dumas montait comme il descendait. « J'ai sa grâce !» s'écria-t-il en se jetant dans ses bras. « J'ai sa grâce, Blanche est sauvée !»« Félicite-moi à mon tour !» lui répondit son ami. « Je viens d'être nommé général en chef de l'armée des Alpes et je viens en remercier Robespierre. » Ils s'embrassèrent. Marceau se jeta dans la rue, courut vers la place du Palais Égalité, où sa voiture l'attendait, prête à repartir avec la même vitesse qu'il avait amenée. De quel poids son cœur était soulagé! Que de bonheur l'attendait! Que de félicité après tant de douleur! Son imagination plongeait dans l'avenir. Il voyait le moment où, du seuil du cachot, il crierait à sa femme « Blanche, tu es libre par moi. Viens, Blanche, et que ton amour et tes baisers acquittent la dette de la vie. » De temps en temps, cependant, une inquiétude vague traverse son esprit. Un tressaillement subit frappe son cœur. Alors, il excite les postillons, promet de l'or, le prodigue, en promet encore. Les roues brûlent le pavé, les chevaux dévorent le chemin. Et cependant, à peine s'il trouve qu'ils avancent. Partout, des relais sont préparés, point de retard. Tout semble partager l'agitation qui le tourmente. En quelques heures, il a laissé derrière lui Versailles, Chartres, Le Mans, La Flèche, il aperçoit Angers. Tout à coup, il éprouve un choc terrible, épouvantable. La voiture renversée se brise. Il se relève, meurtri, sanglant, sépare d'un coup de sabre les traits qui attachent l'un des chevaux, s'élance rapidement sur lui, gagne la première poste, y prend un cheval de course et continua sa route avec plus de rapidité encore. Enfin, il a traversé Angers. Il aperçoit Ingrande, atteint Varade, dépasse Ancenis. Son cheval ruisselle d'écume et de sang. Il découvre Saint-Donatien, puis Nantes, qui renferme son âme, sa vie, son avenir. Quelques instants encore. Il sera dans la ville. Il en atteint les portes. Son cheval s'abat devant la prison du Bouffay. Il est arrivé. Qu'importe. Blanche! Blanche! 2 charrettes viennent de sortir de la prison, répond le guichetier. Elle est sur la première. Malédiction! Et Marceau s'élance à pied, au milieu du peuple qui se presse, qui court vers la grande place. Il rejoint la dernière des 2 charrettes. Un des condamnés le reconnaît. « Général, sauvez-la, sauvez-la, je ne l'ai pas pu, moi, et j'ai été pris. Vive le roi et la bonne cause !» C'était Tinguy. « Oui, oui !» Et Marceau s'ouvre un chemin. La foule le heurte, le presse, mais l'entraîne. Il arrive sur la grande place avec elle. Il est en face de l'échafaud. Il agite son papier en criant « Grâce, grâce !» En ce moment, le bourreau, saisissant par ses longs cheveux blonds la tête d'une jeune fille, présentait au peuple ce hideux spectacle. La foule,
épouvantée, se détournait avec effroi, car elle croyait lui voir vomir des flots de sang. Tout à coup, au milieu de cette foule muette, un cri de rage, dans lequel semblent s'être épuisées toutes les forces humaines, se fait entendre. Marceau venait de reconnaître, entre les dents de cette tête, la rose rouge qu'il avait donnée à la jeune Vendéenne.